Yo mes salutations, j'espère que vous allez bien. Mars! Ah non, je parle pas du mois, je parle de la planète. Contrée à la fois si lointaine et à la fois si proche, car en réalité il s'agit de notre planète voisine. Planète si fascinante et passionnante, ayant d'ailleurs inspiré de nombreux auteurs, à la fois dans le cinéma, dans la littérature et même dans la musique. Petit martien, petit martien. Et c'est parce que le cas de cette planète est fort intéressant que j'ai décidé, il y a déjà quelques temps, de me pencher dessus dans le cadre d'une de mes prochaines vidéos. Et ben voilà, c'est fait. Il faut savoir que la planète Mars a été étudiée par beaucoup de scientifiques, qui ont répertorié nombreuses de leurs caractéristiques. Et aujourd'hui, je vais vous présenter celles que j'estime être les plus importantes. Eh bien, c'est parti, commençons sans plus tarder. First, son histoire. Il faut savoir que si l'histoire de notre chère planète Terre est aussi riche, tant bien par la vie qu'elle a portée et continue à porter aujourd'hui, que par les ères géologiques qu'elle a traversées, l'histoire de Mars est tout aussi riche et pleine de rebondissements. Alors, commençons par le commencement. Un jour, il faudra qu'on m'explique l'intérêt de cette phrase. C'est environ 4,6 milliards d'années avant notre ère que naquit la petite planète rouge qui est Mars. Et on peut dire qu'elle a eu un début de vie plutôt mouvementé. Environ 500 millions d'années plus tard, elle va subir un bombardement continu de pluies de météorites. Cela va durer 200 millions d'années environ. Ouais, c'est pas du bombardement de ta fiole, hein. Et c'est au cours de cette très longue pluie de météorites, qui est probablement la même qui a touché la Terre à la même période, que la planète Mars s'est refroidie, permettant ainsi à l'eau présente dans son atmosphère de se liquéfier, formant ainsi de très longues pluies. Et il se trouve que par hasard, le sol de Mars est en grande partie composé de fer. Fer qui s'est donc oxydé au contact de l'eau de la pluie, donnant ainsi sa couleur rouge à Mars. Bon, un autre truc à savoir sur l'histoire de Mars, c'est qu'à l'instar de l'histoire de la Terre, celle-ci est divisée en ères géologiques. En premier, nous avons le Noachien, comprise environ entre 4,5 et 3,6 milliards d'années avant notre ère. Cette période se caractérise, en plus de la pluie de météorites dont j'ai parlé, par une atmosphère épaisse et une amplitude thermique faible. À la fin de cette période, on remarque également qu'il y a eu une forte présence d'eau sous la forme d'un océan boréal. Parce que je le vaux bien. Non, j'ai dit boréal, avec un B. Un océan boréal, c'est un océan composé en grande partie de glace. L'ère géologique suivante a pour nom Hespérien. Cette dernière s'étend de 3,6 à 3,2 milliards d'années avant notre ère. Cette ère se caractérise par une forte activité volcanique. En résultera donc une grande libération de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Elle est terrible cette ère-là. C'est aussi à cette période-là que Mars va perdre beaucoup de son magnétisme. Et enfin, l'ère la plus récente, appelée Amazonien. Cette dernière se caractérise par un sol relativement plat, à l'exception de quelques zones à relief formées par érosion, et ce sol est riche en oxyde de fer. Cette période dure depuis 3,2 milliards d'années avant notre ère à aujourd'hui. Mais seulement dans l'échelle de temps présentée par Gerhard Nöckum. Je ne sais pas comment son nom se prononce, je m'excuse sincèrement si je l'ai écorché. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par échelle de temps de Gerhard Nöckum ? Il y a plusieurs timelines. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez d'ores et déjà choisir d'oublier ou de garder les dates approximatives que je vous ai dites jusqu'à maintenant. Tout simplement parce qu'elles appartiennent à une échelle de temps hypothétique, faite par Gerhard Nöckum, et qu'il existe une autre échelle de temps donnée par William Hartmann, où les dates sont totalement différentes. Bon écoutez, on va faire simple, je vous mets là les deux échelles de temps. Bon, en gros, vous avez compris, l'histoire de Mars, c'est un peu giga bordel, hein. On a deux scientifiques qui se disputent pour des dates différentes à propos de l'histoire de Mars. Ce serait quand même beaucoup plus simple si ces deux scientifiques-là étaient de la même période, hein. Ça aurait pu se régler par une partie de Smash Bros, par exemple. Bon, passons à la suite. Number 2, sa distance et position par rapport aux autres corps célestes. Alors bien sûr, quand je dis distance, hein, faut savoir que tout est relatif, hein, parce que tous les corps célestes du système solaire sont en mouvement. Voilà pourquoi, plutôt que la distance séparant les corps célestes, je vais plutôt parler de la distance qui sépare leur orbite. Pour commencer, l'orbite de Mars se situe à 249 millions de kilomètres du Soleil lors de son aphélie. Cette distance est réduite à 206 millions de kilomètres lors de sa périhélie. Et donc vous l'aurez compris, l'aphélie c'est la distance la plus élevée qu'il y a entre le Soleil et une planète qui fait son tour. Et la périhélie, c'est tout simplement l'inverse.
La distance entre l'orbite terrestre et martienne oscille environ entre 220 et 400 millions de kilomètres. Ouais, quand j'ai dit que Mars c'est notre planète voisine, c'est pas franc la porte à côté non plus. Hein. Et la distance entre Mars et Jupiter, c'est pas la même. Hein. Elle se tient entre 600 et 880 millions de kilomètres environ. Autre truc à savoir, c'est que Mars a 2 lunes. Bon, c'est pas tout à fait comme la lune de chez nous, mais il y a de l'idée. La plus grosse des deux, c'est Phobos, se situant à 6000 km du sol de Mars. La deuxième étant bien plus petite, a pour nom Deimos. Elle se trouve à 17 000 km de Mars. Bon, dans la partie 1, nous avons parlé de l'histoire de Mars. Et vous savez ce qui va te perdre avec l'histoire? Number 3, la géographie de Mars. Ouais, la géo, ça faisait pas partie de mes matières préférées à l'école. Hein. Mais c'est important quand même. Déjà, premier truc à savoir, c'est qu'il n'y a pas d'océan actuellement sur Mars. Ce qui veut donc dire que l'altitude est calculée différemment sur Mars que sur la Terre. Là où sur la Terre, le niveau 0 en altitude est au niveau de la mer, sur Mars, le niveau 0 a été défini à partir d'autres facteurs. Facteurs que je ne vais pas donner en détail, parce que là, c'est vachement complexe quand même. De la même manière que chez nous sur Terre, il faut savoir que le sol de Mars possède divers types de reliefs. Et certains de ces reliefs martiens ont leur équivalent sur Terre. Prenez par exemple le planum sur Mars, qui ressemble fort au plateau sur Terre. Il y a aussi par exemple les valises, qui équivalent plus ou moins aux vallées de chez nous, mais en beaucoup plus grand quand même. Mais il y a aussi d'autres types de reliefs sur Mars qui n'ont pas leur équivalent sur Terre. Vous avez par exemple ce que l'on appelle les caténas. Pour ça, vous imaginez une sorte de grande étendue pleine de cratères d'impact de météorites. Vous avez aussi les chasmas, qui sont plus ou moins comme des très très grands et très très longs canyons qui parfois peuvent s'entrecroiser et former des labyrinthus. Imaginez un genre de labyrinthe devant vous qui fait plusieurs centaines de mètres de haut. En vrai, si un jour on met les pieds sur Mars, ça pourrait devenir une sacrée destination touristique, vous ne croyez pas? Il faut savoir aussi que Mars est divisé en plusieurs régions. 30 pour être exact. Bien sûr, je ne vais pas vous présenter les 30. Pour les plus importantes à retenir, à l'extrémité nord, on retrouve une région ressemblant fort à notre pôle Nord. Elle a pour nom Vastitas Borealis. Il y a aussi la région Tharsis Montes, région très connue pour ses volcans. En vrai, j'ai grave l'impression de présenter un lieu touristique. Et le plus grand d'entre eux s'élève à plus de 18 000 mètres d'altitude. Le jour où t'as un volcan de cette taille-là qui pète sur Terre, vaut mieux pas être à côté. Number 4, sa de composition chimique. Alors là, normalement, c'est le moment où la moitié des viewers arrêtent la vidéo parce qu'elle commence à devenir grave relou. Et pour les courageux qui ont décidé de rester, eh bien... Dans un premier temps, nous allons parler de la composition chimique du sol martien. Et pour ça, accrochez-vous parce qu'il y en a suffisamment à dire pour foutre la migraine à n'importe qui. En plus d'être majoritairement composé d'oxyde de fer, ce qui lui donne sa couleur rouge, le sol de Mars contient aussi beaucoup de fer non oxydé et de soufre, ainsi que plein d'autres éléments mineurs. Mars a les os solides car elle est riche en calcium, magnésium, aluminium, strontium, yttrium, zirconium, que des noms peu connus du commun des hommes. Mars n'était pas un titan mais il y a aussi du titane. C'était pas une bonne idée d'en faire un rap, goddamn. Et j'ai justement préparé un deuxième couplet pour la composition de l'atmosphère de Mars. Non, je déconne, il n'y a pas de deuxième couplet. Sans grande surprise, l'atmosphère autour de Mars est en grande majorité composée de dioxyde de carbone. Composée aussi d'environ 2% d'azote, on y trouve également un peu moins de 1% de dioxygène, même chiffre pour la vapeur d'eau, plus environ une vingtaine de gaz qui composent à eux tous environ 0,1% de l'atmosphère de Mars. Bien sûr, je ne vais pas tous les citer, et nous allons ainsi pouvoir passer à la cinquième et dernière partie. Number 5, son lien avec l'humanité. Bah tiens, c'est vrai ça, et nous dans tout ça quoi? Eh bien oui, Mars est une planète qui fascine l'être humain depuis des siècles. Premier truc à dire là-dessus déjà, c'est que cette sacrée planète a donné son nom au dieu romain de la guerre. Fils de Jupiter, roi des dieux chez les Romains, nous savons également que le dieu Mars est représenté par les symboles du glaive, du casque et de la couleur rouge. Eh bien oui, sa couleur n'est pas sans rappeler la couleur du sang. Et la couleur du sang, pour un dieu de la guerre, on va pas se mentir, ça claque, non? Depuis des siècles, de nombreux scientifiques se sont penchés sur l'étude de cette planète. Et le premier d'entre eux à avoir pu l'observer au télescope sera Galilée, en 1610. Mais même à l'époque de l'Égypte antique, cette planète était déjà bien souvent observée par l'homme.
Et comme je l'ai dit en début de vidéo, cette planète a aussi inspiré de nombreux artistes, notamment compositeurs de musique, comme par exemple le fameux Gustav Holst pour son Orchestre des planètes, dont vous entendez la musique Mars en fond depuis à peu près 2 minutes. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'elle soit aussi longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le bon vieux pouce bleu qui fait toujours plaisir. En tout cas les amis, portez-vous bien et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis ciao.